Tunis en immunologie clinique. Il est directeur général de l'Institut Pasteur, membre de la commission scientifique de lutte contre le Covid et puis président de la commission de vaccination contre la Covid. Donc, merci Seheshmi d'avoir accepté de participer à ce webinaire malgré votre emploi bien chargé. Donc, à vous la parole. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que l'écran est bien partagé? Oui. Oui, oui. Parfait. Écoutez, d'abord, je vais réagir par rapport au témoignage de M. Yassine Chirawi pour dire que, en fait, les sportifs et les jeunes font des formes plutôt simples et le fait de perdre l'odorat, des choses comme ça, c'est des signes de bon pronostic. Et bon, donc, c'est à la limite, c'est presque attendu et voilà. Sinon, je vais vous parler un peu de vaccins. Et j'ai essayé de chercher quel est le message par rapport aux sportifs et on va y arriver après. Alors, avant de commencer, je veux juste dire que cette présentation, elle est faite surtout avec Malika Belahmed, qui est prof d'immunologie aussi à l'Institut Pasteur de Tunis. Et je n'ai aucun lien d'intérêt avec les compagnies que je vais citer qui fabriquent différents types de vaccins contre coronavirus. Alors, c'est un virus qui n'a pas beaucoup de protéines. Et la protéine S, dont tout le monde a entendu parler, constitue la cible de la réponse immune. Okay? Et je dis tout de suite que cette réponse immune, elle est à la fois une réponse immune de type anticorps, ce qu'on appelle, c'est les anticorps, et une réponse immune cellulaire. Alors la réponse immune cellulaire, elle peut être développée contre d'autres protéines du virus, elles ne sont pas très nombreuses, comme la protéine M, la protéine N, elles semblent jouer un rôle important. Mais le vaccin, tous les vaccins, je dirais, sauf ceux qui utilisent le virus inactivé, donc l'ensemble du virus, mais si on s'adresse à des protéines du virus, la sélection a été faite pour la protéine S pour une raison simple, c'est la protéine qui permet au virus de se fixer sur son récepteur. Et donc, dès le départ, on a pensé que les anticorps neutralisants pouvaient empêcher cette interaction, ce qui est connu, mais beaucoup de chercheurs dans le monde, et ça a été prouvé après, ont imaginé, enfin, ont pensé que la réponse immune cellulaire pouvait aussi être importante. Et c'est le cas, on va le voir tout à l'heure. Alors, le vaccin est faisable parce qu'il y a des maladies où le vaccin n'est pas faisable. Ou bien, on n'a pas d'indication, on va dire, par rapport à l'histoire naturelle, par rapport à la réponse immune, qu'un vaccin est faisable. Par exemple, je prends souvent l'exemple du sida. Le sida, bon, on n'a pas d'argument qui indique que le vaccin est faisable, parce que les gens qui font la maladie ne guérissent pas, sauf maintenant avec les nouveaux traitements et les nouveaux anti-HIV, et il n'y a pas de corrélat entre la réponse immune, je parle du sida là, et une éventuelle protection. Alors que ici, les gens qui font une infection ou qui guérissent, ou même quand ils font des formes asymptomatiques, ce qu'on appelle, ils développent une réponse immune de type anticorps et de type réponse cellulaire. Et cette réponse immune, elle est associée à la résistance, à la réinfection, déjà naturellement. Et donc, au passage, tous les sportifs qui ont fait une infection et qui ont fait surtout donc, une maladie, qui ont fait quelques symptômes, c'est des gens qui vont résister à la réinfection. Et on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme vaccin. Alors, maintenant, il y a plusieurs plateformes pour développer des vaccins. Je vais parler de 3 ou 4. Les vaccins à base d'ARN, c'est les vaccins qui sont innovants, qui sont nouveaux. On n'a jamais utilisé de vaccins à base d'ARN. On a utilisé des ARN messagers pour faire de l'immunomodulation, essentiellement dans le cancer, mais on n'a pas utilisé cette technologie pour faire des vaccins. Alors, c'est quoi? Je vais rapidement. C'est l'ARN qui code justement pour la protéine S, qui est introduit. Alors, il est enveloppé par une sorte d'enveloppe lipidique. Et c'est ça la technologie, en fait. Et cet ARN, grâce à l'enveloppe lipidique, cette enveloppe va fusionner avec la membrane d'une cellule et l'ARN nu, l'ARN messager, va rentrer dans le cytoplasme. Et dans le cytoplasme, il va se mettre à se traduire en protéine, la protéine S. Celle-ci va être captée par les anticorps ou les immunoglobulines de surface et induire la production d'anticorps. Mais le fait que
la protéine, la synthèse protéique se fait à l'intérieur du cytoplasme, ça donne beaucoup de chances aux peptides de cette protéine d'être associés, donc là je parle un peu, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas grave, d'être associés aux molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1 et 2. Bref, en conclusion, elle permet aussi d'induire une réponse immune cellulaire, ce qui est important, et ce qui n'est pas le cas des protéines sous-unitaires ou même du vaccin du virus total inactivé. Voilà, c'est ça la particularité. Donc, ce vaccin à base d'ARN induit une bonne réponse anticorps et une bonne réponse cellulaire. Il y a deux fabricants connus dans le monde qui font ce type de vaccin, c'est Pfizer avec BioNTech, la petite compagnie allemande, et c'est Moderna. Les deux sont américaines. Il y a un autre type de plateforme technologique pour les vaccins, c'est les vaccins, ce qu'on appelle à base d'adénovirus. Je donne tout de suite les exemples. C'est le vaccin de AstraZeneca, c'est le vaccin Sputnik, le vaccin russe, c'est aussi le vaccin CanSino chinois, et c'est aussi le vaccin Johnson & Johnson qui vient d'avoir, je crois, les autorisations, ou il va les obtenir de la FDA, et qui est un vaccin prometteur puisqu'il peut être administré en une seule dose. Alors, ce vaccin à base d'adénovirus, c'est tout simplement un adénovirus, mais qui n'est pas réplicatif. C'est un adénovirus qui est modifié, qui ne se divise plus. Alors, l'adénovirus, je rappelle, c'est un virus qui est connu, qui peut toucher l'homme. Il donne un petit rhume. On l'a, on est fréquemment, disons, infecté par ce genre de virus. Et c'est pour ça qu'il a été choisi pour disons, être le véhicule, on va dire, ou le vaccin qui va contenir une séquence qui code pour la protéine S. Okay? C'est un vaccin, ce qu'on appelle recombinant. C'est un adénovirus recombinant. Là aussi, il n'a jamais été utilisé pour une vaccination. Par contre, là aussi, tout comme l'ARN messager, il a été utilisé pour de l'immunothérapie ou de la thérapie génique. C'est-à-dire qu'on a fait exprimer des gènes que les gens n'ont pas dans certaines maladies génétiques et on a fait produire la protéine manquante par des manipulations de ce type. Et dans ce cas, dans ces essais-là, on a utilisé des adénovirus réplicatifs, c'est-à-dire qui infectent et qui restent un certain temps dans la cellule ou qui infectent d'autres cellules. Dans le cas de ces protocoles-là et de ces vaccins-là, ce virus n'est pas réplicatif, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé les éléments génétiques qui lui permettent de se diviser. Donc, il va juste infecter, après sortir, il va être de toute façon éliminé. Voilà. Il produit la protéine S. La protéine S, enfin, il contient l'ADN de la protéine S. Cet ADN, il est transcrit en ARN messager, qui est après traduit en protéine. C'est le même effet que le virus à base d'ARN messager, puisqu'il induit à la fois une réponse anticorps et une réponse cellulaire, et il a une excellente immunogénicité. Après, il y a les vaccins protéiques. On prend, en général, tous prennent la protéine S. On injecte la protéine S avec de l'adjuvant pour induire une réponse essentiellement de type anticorps contre la protéine S. Il y a les vaccins, il y a d'autres vaccins protéiques qui sont un peu modifiés, on ne va pas en parler. Il y a les vaccins inactivés. C'est une culture de virus sur des systèmes cellulaires. On fait une culture en masse. On doit le faire, on va dire, dans des conditions de confinement particuliers pour éviter les risques, parce que c'est un virus dangereux. Hein, donc, tout le monde n'a pas la capacité de faire ça. Et après, on l'inactive, donc on le tue carrément, et on l'injecte comme vaccin. C'est un peu l'équivalent du vaccin contre la grippe, qui induit essentiellement aussi une réponse anticorps. Alors, maintenant, il y a les vaccins les plus avancés, on va les lister. Il y a Pfizer, il y a Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Novavax, Johnson & Johnson, Sinovac, c'est chinois, Sinopharm, CanSino, et Bharat, c'est indien à la fin. Nous, on a dans un petit comité vaccin, on a suivi un certain nombre de recherches et des résultats pour faire conseiller et faire des recommandations par rapport au choix du vaccin qu'on utiliserait. Alors, je parle maintenant des vaccins autorisés en Tunisie qui ont eu leur AMM. Il y a le vaccin à base d'ARN messager de Pfizer, donc qui a été publié il n'y a pas longtemps. Il est efficace dans différentes tranches d'âge, notamment les gens les plus âgés.
Il a une logistique, malheureusement, qui nécessite une conservation à moins 70 et plus récemment, il semble qu'il est résistant aussi à moins 20, donc on peut le garder à moins 20. Mais quand on le met à température classique du vaccin, c'est-à-dire 2 à 8 degrés, on peut le garder pendant 5 jours sans qu'il n'y ait d'altération. Sinon, l'ARN est connu pour être fragile et c'est pour ça qu'on ne peut pas le garder plus. Il a eu pas mal d'autorisations dans le monde. Le deuxième vaccin qui a obtenu ou qui va obtenir tout de suite son autorisation, parce que je sais que la réunion c'est demain ou après-demain, demain, c'est le vaccin AstraZeneca. C'est une base d'adénovirus de chimpanzé. Okay. Il a aussi eu de bons résultats de phase 3. Avec une efficacité, rappelez-vous, c'est le fameux vaccin qui donnait une efficacité supérieure quand par erreur il a été administré lors de la première dose à une dose moitié de ce qui a été prévu dans le protocole. Ce vaccin, donc, il est efficace chez un certain nombre de différents groupes de personnes. Il semble être un tout petit peu moins efficace chez les personnes âgées. C'est pour ça que dans certains pays, ils sont en train de conseiller ou de réserver le vaccin de Pfizer pour les personnes âgées et ils donnent le vaccin AstraZeneca chez les populations un peu plus jeunes parce qu'ils répondent mieux à ce vaccin par rapport aux personnes âgées. Voilà. Le troisième vaccin qui a eu son autorisation en Tunisie, c'est le vaccin Sputnik de russe. Lui aussi, la phase 3 a été publiée dans Lancet il y a 2 semaines, je crois, avec un bon résultat de plus de 90% d'efficacité contre la maladie, 100% d'efficacité contre les formes sévères. Et il a été administré à plusieurs volontaires, etc. Donc là, je vais passer pour dire un mot de l'initiative COVAX, qui est une initiative vraiment qui est basée sur l'équité. C'est l'OMS avec différents partenaires significatifs qui ont permis à cette initiative de réserver et d'acheter des doses de vaccins chez les grands fabricants dans le monde et les offrir soit gratuitement jusqu'à un certain pourcentage de la population à vacciner ou de façon, on va dire, subventionnée avec un prix qui est inférieur au prix, on va dire, d'achat et avec tous les frais de transport et tout ça, dans un but d'équité et de permettre que le vaccin soit accessible à tout le monde au moment où il commence à être administré. Malheureusement, ça tarde un petit peu parce que la Tunisie fait partie des gens qui ont adhéré depuis longtemps. Il y a un petit retard par rapport quand même à l'utilisation des vaccins quand les gens ont acheté directement le vaccin. Voilà, mais sinon, elle reste intéressante comme initiative. Alors maintenant, par rapport aux sportifs, et là j'arrive à la fin, et je dirais même par rapport aux indications, aux contre-indications, donc le sportif, il a absolument donc aucune contre-indication. Il répond très bien en général. 2 mots par rapport à ceux qui ont fait une infection. Normalement, ils sont protégés, mais on préconise une vaccination avec une seule dose qui pourra être administrée à 6 mois, en tout cas au-delà de 3 mois après la phase aiguë ou après l'infection ou après une PCR positive. Ça, je parle pour les gens qui ont eu un contact avec le virus. Sinon bah, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport aux sportifs. En général, les jeunes, ils répondent bien en termes de réponse immune. Bon, même quand ils font la maladie, comme vous l'avez vu, les quelques témoignages, et même quand on voit toute l'épidémiologie, c'est des formes relativement simples. Parfois, et très souvent, elles sont asymptomatiques. Okay, bon, bien sûr, il y a possibilité de transmission, hein, parce que même les formes asymptomatiques peuvent se transmettre, mais globalement, donc, il n'y a pas de choses particulières, ni en termes d'indication, ni de contre-indication. Alors, les effets secondaires sont mineurs, c'est comme dans tous les vaccins, c'est une petite fièvre, une petite rougeur au niveau du site d'injection, une petite fièvre qui arrive 24-48 heures. Alors, pour le vaccin adénovirus, il a donné un syndrome grippal, notamment chez les jeunes. Syndrome grippal, c'est parce qu'on injecte en fait des quantités très importantes de virus, d'adénovirus. C'est des réactions classiques inflammatoires connues. Il y a même des gens qui préconisent à titre de façon systématique d'associer au moment surtout après une demi-journée, je crois,
de l'administration du vaccin du paracétamol pendant un jour ou un jour et demi. Et comme ça évite ce syndrome qui est vraiment bénin, mais qui peut parfois donner une température, une fièvre qui peut aller à 38,5, quelque chose comme ça. Voilà. Sinon, pour le reste, je n'ai pas de truc particulier. Et s'il y a des questions, notamment spécifiques aux sportifs, je suis là, si je peux, pour essayer de répondre. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Louzy, pour cette bonne mise au point. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu plus claires dans notre esprit. J'ai peut-être une question par rapport au vaccin et par rapport à l'immunosénescence, en fait, dont parlent plusieurs personnes par rapport à l'efficacité du vaccin, notamment l'efficacité du vaccin pour Pfizer. Si vous pouvez juste nous dire un petit mot. Alors, il est connu que, en général, dans les essais de vaccins, on fait différentes tranches d'âge parce que la réponse au vaccin diminue avec l'âge, et notamment pour les sujets les plus âgés. Ça, c'est classique. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça, pour les pneumologues, parfois, on a souvent recommandé 2 doses de vaccin pour la grippe, par exemple, alors que normalement, il faut une seule dose, 2 doses pour certains sujets. Il y a des médecins qui prennent ce genre de précautions. Voilà. Alors, donc, dans les études de phase 3 qu'on a regardées et qui sont publiées, on a des pourcentages d'efficacité de la vaccination selon les âges, par tranche d'âge. Et pour AstraZeneca, comme cela est le cas pour des tas d'autres vaccins, le pourcentage d'efficacité de la vaccination, c'est-à-dire dans la protection contre les symptômes de la maladie et la maladie, il n'est pas optimum, il baisse un peu avec les sujets âgés. C'est-à-dire, quand la moyenne, on va dire, elle est de 80%, je vais dire, dans la population générale, de tout âge confondu, elle est à 90% chez les sujets plutôt jeunes et elle est à 70 ou 65% chez les sujets âgés. Okay, ça, c'est le cas pour AstraZeneca. Par contre, on a été un peu, entre guillemets, surpris, mais bon, ça, c'est les résultats, et ça s'est confirmé d'ailleurs après, parce que les gens ont continué à suivre les centaines, on est arrivé à 200 millions maintenant de gens vaccinés dans le monde, ça se confirme. Donc, le vaccin à base d'ARN messager, notamment le vaccin de Pfizer, donne en fait une efficacité qui est similaire, quelle que soit la tranche d'âge, notamment à partir des adultes, parce qu'on n'a pas vacciné les enfants. Jusqu'à maintenant, on ne vaccine pas les enfants. Voilà, bon, ça c'est bien, à tel point que la France, par exemple, qui a les deux maintenant, qui utilise Pfizer et AstraZeneca, n'a pas assez de doses de Pfizer. Elle est en train de vacciner les jeunes, notamment le personnel de soins, avec AstraZeneca, et elle réserve Pfizer, parce qu'on n'a pas beaucoup de doses, pour les personnes âgées. Voilà. Je peux poser une question, Nozar? Oui, bien sûr. Alors, j'ai peut-être juste posé une question qui a été posée par d'autres participants. C'est, est-ce que vous avez une idée sur la décision? Est-ce qu'on se dirige vers un passeport vaccinal comme plusieurs? Alors, très rapidement, oui. L'OMS ne recommande pas pour le moment, à juste titre, pour 2 raisons. La première, c'est que il y a encore des risques de porter du virus, même si on est immunisé et si on est vacciné, avec un risque aussi de transmission. Vu la circulation de souches, notamment ce qu'on appelle les VOC, Variant of Concern, des variants qui peuvent être dangereux, donc il est souhaitable de continuer, on va dire, à ne pas avoir un passeport qui va permettre aux gens de circuler sans aucune précaution. Deuxièmement, vu que maintenant, il y a encore des pays qui n'ont pas encore vacciné, pour ne pas créer d'inégalité, l'OMS recommande à ce qu'on ne délivre pas de carnet de vaccination pour le moment, jusqu'à ce qu'il y ait une généralisation de la vaccination et qui va permettre aux gens, bien entendu, d'avoir le carnet de vaccination. Au passage, nous, en Tunisie, on a prévu, dans le cadre de l'inscription à distance, dans l'application IVAX, qu'après la vaccination, on génère des carnets de vaccination et une deuxième dose, et avec les informations qui seraient contenues comme ce qu'on fait dans les carnets, ce qu'on appelle le carnet international de vaccination, les fameux carnets jaunes
qu'on donne entre autres à l'Institut Pasteur. Voilà, donc ça va être fait et j'imagine plus tard, quand il y a généralisation de la vaccination, ce carnet va permettre aux sportifs d'aller dans les pays qui l'exigeraient. Une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous avez prévu, bravo pour ce bel exposé, est-ce que vous allez suivre le même ordre protocolaire qu'en France, c'est-à-dire vous allez commencer à vacciner les sujets très âgés ou bien les sujets exposés comme le personnel médical? Est-ce que vous avez déjà établi une hiérarchie point de vue temporel? Alors, elle a été établie, la hiérarchie, la priorisation, on va dire. En première priorité, on a justement les sujets les plus âgés, avec ou sans comorbidité d'ailleurs, le personnel de soins. Donc ça, ce sont les deux priorités. Mais après, en fait, avec la première vague, le personnel de soins en contact avec les patients Covid. La première vague de vaccination qui nous est proposée par l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de l'initiative COVAX nous recommande vivement de commencer par le personnel de soins. Donc on va faire en parallèle personnel de soins, très rapidement les populations d'ailleurs les plus âgées dans toute la Tunisie et aussi les populations on n'a pas d'EHPAD en Tunisie, mais dans les maisons de retraite ou les maisons pour sujets justement âgés, avec le personnel qui y travaille. Donc ça, c'est la stratégie tunisienne qui va être déployée très rapidement dès qu'on aura les premières doses de vaccin. Merci. Tu permets, Brabi? Voilà. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, oui. Tu vas bien? Merci pour cet exposé qui était clair. Je voulais juste poser une question dont on a déjà discuté. Le Comité international olympique a envoyé à tous les comités olympiques nationaux des recommandations pour que les sportifs se fassent vacciner avant les Jeux olympiques de Tokyo, sans que cela soit obligatoire. Donc, je voulais savoir si vous avez prévu quelque chose pour les sportifs d'élite qui vont participer aux Jeux olympiques. Si on reçoit la demande, j'imagine qu'il y aura tellement de doses de vaccin que ce n'est pas un problème, je pense. Donc, il y a des cas où il y a une demande et ça peut, en fonction de la disponibilité, je pense, ça peut être fait, j'imagine. Je ne sais pas, c'est quand, c'est pour quand ça? Vous l'estimez pour quand le truc, la demande? La demande, c'est pour quand? Quand est-ce qu'ils doivent être vaccinés? C'est-à-dire avant d'aller à Tokyo. Oui, mais c'est quand? Moi, je ne connais pas la date pour Tokyo. Juillet. Juillet, d'accord. Moi, je pense qu'au mois de mai, on aura fait une bonne partie des priorités, parce que ce n'est pas éthique quand même parce que vous savez, la stratégie de vaccination, le premier objectif, c'est de réduire la morbidité et la mortalité. Donc, c'est une maladie qui tue. Donc, ça, c'est une priorité. Et après, on va vacciner tout venant, je dirais, plus de monde pour essayer d'atteindre 50% de gens à vacciner. Donc, j'imagine, si le nombre n'est pas élevé, même au départ, ça peut être fait, d'autant plus qu'on estime avoir suffisamment de doses pendant cette période. Il faut faire les demandes, à mon avis, pour que ça soit programmé. Sans abuser de votre présence, est-ce qu'on pourrait juste poser une question qui a été demandée par plusieurs intervenants? Tout d'abord, c'est de voir, et on le verra peut-être avec Dr Belkhiri après, la stratégie vaccinale pour les sportifs, justement en Tunisie. Et l'autre chose, c'est de savoir l'intérêt de faire un test PCR ou une sérologie, étant donné la fréquence des formes asymptomatiques chez les sportifs, les risques qui ont été... J'ai compris, oui. Alors, c'est parfait. Écoutez, il n'y a pas personne, et jamais dans le monde, à l'exception de gens qui le font de leur propre gré, comme ça, on ne fait de test avant la vaccination, parce que ça multiplierait par 2 ou par 3 le prix de la vaccination. Parce que le test, ça coûte déjà plus cher que le vaccin pour faire des sérologies, d'accord ? Deuxièmement, on peut perdre la sérologie, on peut avoir des anticorps négatifs alors qu'on a fait la maladie. Donc, bon. Mais le plus souvent, on garde des anticorps. Donc, troisièmement, le fait de vacciner quelqu'un, quel que soit le statut et tout, de toute façon, un vaccin, il n'y a pas d'effet secondaire. Vraiment, elles sont très rares, surtout chez les jeunes et tout ça.
Donc, l'attitude et la politique et la stratégie qui a été adoptée, c'est de vacciner tout le monde, en sachant que même ceux qui ont fait la maladie, c'est vrai qu'ils sont protégés, mais on recommande quand même une seule dose pour être sûr de pouvoir booster la réponse immune, pour être sûr d'avoir une bonne protection et un bon titre d'anticorps et aussi de réponse cellulaire. Voilà. Une question, s'il vous plaît. Une question. Je risque de couper parce que j'attends un coup de fil. La télé vont m'appeler parce que je vais vous annoncer, c'est une bonne nouvelle, c'est que, rappelez-vous, les isolats qu'on a trouvés avec une mutation qui rappelle au moins celle des pays Grande-Bretagne, Brésil et Afrique du Sud. On a fait un séquençage complet du génome, notamment l'équipe de Charles Nicolle, de professeur Boutiba, qui est le centre de référence, et le séquençage complet ne montre pas les autres mutations ailleurs dans le génome qui sont caractéristiques des isolats décrits dans les autres pays. Et en plus, l'étude clinique épidémiologique qui a été faite par l'équipe de la Direction régionale de la santé avec l'observatoire ne montre pas de particularité en termes de transmission du virus ni en termes de sévérité. Conclusion, les mutations que nous avons vues, c'est vrai qu'elles touchent la région 501, qui est une mutation qui se retrouve dans des gènes, on les appelle variant of concern, mais les explorations supplémentaires éliminent complètement le risque de la circulation d'un variant qui peut être dangereux en Tunisie. Donc, c'est une bonne nouvelle et la télé me demande de reconfirmer ça en arabe, ce qui va être dur, et je le ferai par téléphone parce qu'on vient d'avoir les résultats. Voilà. Merci pour le scoop, Reshmi. Merci pour Hanen, le scoop. salut. Merci pour le scoop. Si Et merci pour la bonne nouvelle surtout. Voilà. Si on a un peu de temps, je peux poser ma question? Allez-y, excusez-moi. D'accord. Brièvement, si une personne elle est Covid plus asymptomatique, est-ce qu'elle peut se faire vacciner sans le savoir? Deuxième question, comme le sportif, il exerce son sport sans masque, sans protection, en plus il fait de l'effort en groupe, est-ce que ça serait bien comme stratégie de santé publique de cibler les sportifs également? Pour votre première question, elle est pertinente, c'est une bonne question. Et la réponse, il n'y a pas de problème pour que des gens, même en phase aiguë ou pendant la période où ils sont infectés, ou même s'ils vont développer le lendemain des signes, parce qu'en général, on prend la fièvre avant de faire le vaccin. On ne vaccine pas des gens qui ont de la fièvre. Mais voilà, tout ça n'a pas d'impact et ça a été vu et documenté dans le cadre des essais de phase 3. Parce que je rappelle que les essais de phase 3 qui ont été faits un peu partout dans le monde, on les a fait en pleine période épidémique. Okay? Et donc, il n'y a aucun problème. Pour l'autre, c'est vrai, ça peut être une stratégie de vaccination. Je dois vous quitter, hein? Excusez-moi, et encore merci pour l'invitation. Sur quelle chaîne tu passes? Le Watanais 1. On va vous suivre après. À bientôt, merci. Merci beaucoup vraiment pour ces interventions. Donc, c'était très riche, en tout cas, je pense. Alors, je pense que nous allons continuer sur cette lancée, si vous voulez bien. Il y a des questions auxquelles on a répondu et d'autres auxquelles peut-être on répondra juste après l'intervention aussi de Dr Belkhiria, puisqu'elles ont trait au milieu sportif et des questions vraiment pratiques. Si vous êtes d'accord, donc c'est Dr Chefik Géria